En fait, je crois que j'adore les tops cinéma de fin d'année. J'adore en regarder, j'adore lire les vôtres en commentaire et j'adore en faire. Parce que parler des films qui nous plaisent, parler des films qui nous ont marqués dans l'année qui vient de s'écouler, c'est hyper révélateur de notre personnalité, c'est hyper révélateur d'une certaine idée du cinéma qu'on a envie de défendre. Il suffit de voir, là, juste avant de tourner cette vidéo, je viens de regarder le top de Victor, In the Panda, et évidemment, je suis pas du tout d'accord avec la moitié des films qui sont dedans, même les 3/4 d'ailleurs, mais en le voyant, je me suis dit, ça, c'est In the Panda. C'est ses thématiques, c'est sa vision du cinéma, c'est son approche, c'est ce qu'il a envie de défendre, et j'adore, moi. J'adore voir comment est-ce que notre personnalité, notre intimité et notre amour du cinéma sont liés comme ça. Et évidemment, dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire. Je vais défendre une certaine idée du cinéma qui est basée sur mes goûts, qui est basée sur ce qui me touche moi, et je vais essayer de mettre en valeur des démarches que personnellement, à travers mon propre prisme de valeur et de considération artistique, je juge intéressantes. Donc, si votre top est différent du mien déjà, c'est totalement normal. Ça me fait chier de le répéter chaque année, mais chaque année t'as des commentaires qui sont là en mode hey, c'est pas mon top, t'aimes pas ça, nanana. Bah oui, c'est normal, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas la même approche du cinéma. Il y a des choses qui te touchent toi, il y a des choses qui me touchent pas du tout, et c'est comme ça. YOLO! Les politesses d'usage étant faites, je vous souhaite une bonne année 2019. J'espère qu'il y aura plein de bonnes choses qui vont arriver dans votre vie, disons, des choses plus agréables que celles qui ont motivé le mouvement des Gilets jaunes. Le débat politique dans les commentaires, lancé. Pour moi, l'année de cinéma 2018, contrairement aux années précédentes, et notamment à l'année 2017 qui était vraiment un putain de grand cru cinématographique, on avait un nombre incroyable de films, tous plus exceptionnels les uns que les autres, et bien cette année 2018, elle a été assez décevante. Pour tout vous dire, en préparant ce top, j'ai été obligé d'aller chercher 10 films. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas 10 comme les années précédentes qui se sont imposés à moi en disant « Ah oui, celui-là, il faut absolument que t'en parles, celui-là, il faut absolument que t'encourages les gens à le voir, etc. » Il y a beaucoup de films que j'ai trouvé personnellement moyens, pas mal, mais pas dignes non plus de figurer dans un top, dans un classement des meilleurs films de l'année, ou en tout cas des films que moi j'ai préférés, parce que tout simplement je ne les trouvais pas assez intéressants, ou en tout cas ils m'avaient pas suffisamment parlé pour y figurer. Et ça, vous pouvez le constater tout de suite dès le début avec le numéro 10, Paranoia de Steven Soderbergh. Paranoia est un thriller psychologique américain qui raconte l'histoire d'une femme qui est internée contre son gré dans un asile psychiatrique alors qu'elle tente de fuir un mec qui la harcèle, qui la stalk depuis des années et des années. Et c'est un tout petit film, c'est un thriller sans grande ambition réelle, le scénario est bien ficelé, l'histoire est intéressante, c'est très très bien joué, mais c'est pas non plus un film, disons, qui est bouleversant d'originalité dans son approche du genre. Et on en revient à ce que je disais précédemment, il y a des films que on a envie de défendre parce qu'ils portent une certaine idée du cinéma, et Paranoia en fait partie. Et c'est pour ça qu'il est 10e, c'est parce que c'est un film qui fait quelque chose qui me parle énormément. En fait, le film, au-delà donc de sa dimension thriller, etc., angoisse, c'est un film qui est tourné avec un tout petit budget d'1 million de dollars, ce qui aux États-Unis est ridicule, je veux dire c'est le budget qu'a fait sur Avengers, et donc de ce budget minable et ridicule vont découler un ensemble de difficultés auxquelles il va falloir pallier par la mise en scène. Et notamment une des décisions qu'a prise Steven Soderbergh, c'est de tourner à l'iPhone. Tout le film est tourné à l'iPhone, mais il n'est pas tourné à l'iPhone de façon phone footage, c'est-à-dire que le téléphone n'est pas intégré dans l'histoire, c'est simplement le téléphone est une caméra extra diégétique. Simplement, ils ont tourné avec un iPhone parce que ça coûtait moins cher. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça porte une idée qui est très forte, très belle, et qu'on retrouve pas mal dans le cinéma de Soderbergh, qui est un réalisateur qui oscille en permanence entre les très grosses productions hollywoodiennes et les tout petits films expérimentaux. On avait vu notamment il y a quelques années The Girlfriend Experience avec Sacha Grey, qui était un film dans la même approche, avec des grosses limitations techniques. Et ce genre de film porte l'idée sublime et magnifique qui me touche et me bouleverse personnellement, qui est que on peut faire du cinéma avec n'importe quoi. Donc d'une part, je trouve ça super beau de se dire que voilà, t'as un iPhone, ou même un téléphone, peu importe, là en l'occurrence c'est un iPhone, mais tu as un téléphone qui filme en HD, tu peux faire un film. Déjà, je trouve ça génial, mais en plus, ce qui est
vraiment bien trouvé dans Paranoia, et c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que cette limitation technique, elle est au service de la mise en scène. Je sais pas si vous avez remarqué, mais personnellement, j'ai un iPhone, et sur l'iPhone, lorsqu'on filme avec, il y a une déformation de l'image qui est extrêmement caractéristique, et qui nous fait dire, lorsqu'on est suffisamment habitué à ce type d'image, lorsque vous voyez une vidéo, vous pouvez dire « Ah ça, c'est filmé à l'iPhone ». Et ce qui est très intelligent, mais bon, après on parle de Soderbergh, on parle pas non plus d'un bleu, c'est que cette déformation est utilisée pour signifier la déformation de la réalité que vit le personnage dans ce nouvel environnement angoissant et oppressant. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est une démarche qui est brillante, qui est absolument exceptionnelle, qui est géniale, grandiose, etc. Mais c'est assumé, c'est abouti, et surtout, encore une fois, ça porte cette idée que je trouve superbe, qui est qu'on peut faire du cinéma, et même du bon cinéma, parce que la preuve, la démarche m'a tellement plu, et le film m'a suffisamment plu pour faire partie de ce top 10, un cinéma avec rien du tout, avec 3 bouts de ficelle, littéralement, et en plus, c'est cohérent avec l'atmosphère que dégageait le scénario, donc Paranoia, même si c'est pas un film qui m'a renversé, qui m'a bouleversé d'originalité, etc., c'est un film qui m'a plu, que j'ai envie de défendre, et si vous aimez ce type de démarche un petit peu presque amateur, mais amateur bien fait, qui est quelque chose personnellement qui me plaît beaucoup, parce que j'aime cette idée du cinéma fait avec 3 bouts de ficelle, regardez Paranoia. C'est un film qui a un cachet, qui a une identité, et franchement, ça fait plaisir. Et comme on ne se refait pas, le film suivant, c'est un petit peu le même délire, c'est un petit peu la même idée d'un projet intéressant, d'une démarche forte, qui donne un film maîtrisé de bout en bout, et donc que j'ai envie de soutenir. Et en plus, c'est un super film, donc on passe au numéro 9 avec Le Monde est à toi, réalisé par Romain Gavras. Alors c'est un film qui a fait pas mal de bruit quand il est sorti, ce que je trouve génial parce que c'est quand même un projet un petit peu fucked up, en particulier dans le paysage cinématographique français. Et en même temps c'est facile de comprendre pourquoi, parce que c'est un projet qui, au-delà de sa folie et de son côté délirant, est porté par une maîtrise absolue du cadre, du rythme et de l'enchaînement qui est assez inédit, je trouve, dans le cinéma français. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois, et d'ailleurs je l'ai revu juste avant de tourner cette vidéo, et en fait, mon amour pour le film, voilà, le fait que c'est un bon film, que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai de l'affection, et ben ça n'a pas du tout diminué. C'est un film que j'ai pris autant de plaisir à revoir que j'avais eu à le voir une première fois, et ça, c'est en partie grâce à la mise en scène de Romain Gavras, qui fait un travail sur l'iconisation de figures de blédards entre guillemets, parce que c'est voilà, cette idée des losers qui veulent réussir, qui veulent grandir et avancer dans le monde, et il y arrive magnifiquement bien. Il y a tout un travail sur le fait de faire de ces anti-héros, dans le sens minable, d'en faire des demi-dieux, quoi, des gens qui se prennent justement pour des héros mythologiques. Et si vous voulez plus de renseignements là-dessus, il y a ma vidéo critique que j'avais sortie à l'époque où je développe pas mal cette idée dans le cinéma de Romain Gavras, le travail sur l'iconisation des personnages de ces films, et c'est quelque chose qu'on retrouve ici, qui est très bien fait, et qui apporte du cachet cinématographique à un film qui est déjà super divertissant. Donc évidemment, Le Monde est à toi avait sa place dans ce top, pas parce que c'est le chef-d'œuvre de l'année, d'ailleurs il n'est que 9e, vous le remarquez, mais parce que c'est un projet qui est intéressant, qui est décomplexé, qui est un petit peu nouveau, qui change dans le paysage du cinéma français, et comme c'est un projet maîtrisé et abouti, et ben j'ai qu'une seule envie, c'est évidemment d'encourager ce type de film, qui a en plus prouvé que Gavras n'était pas qu'un père, mais que c'était aussi un fils. Alors ce film-là, c'est vraiment particulier, et d'ailleurs je sais pas trop comment l'aborder, parce que on est vraiment, mais alors sur du projet et une démarche fucked up, comme j'en ai rarement vu au ciné. En fait, Kaniba est un documentaire sur le cannibale japonais Isagawa, qui avait, en 1980, dans les années 80, tué et mangé une étudiante de la Sorbonne. Et en fait, suite à un imbroglio judiciaire où en fait il avait pas été jugé en France mais il avait été réexpédié au Japon parce qu'ils avaient plaidé la folie, enfin genre c'est tout un délire cette histoire, et ben en fait le mec n'a jamais été condamné et a continué à vivre libre malgré ce qu'il avait fait. Et en fait, c'est réalisé par un couple d'anthropologues, dont j'ai oublié le nom mais que je vais vous mettre dans la vidéo, qui sont des réalisateurs de documentaires hyper particulier. En fait, ils ont une approche qui est qu'ils veulent filmer la vérité sensorielle du sujet qu'ils choisissent d'aborder. Ils ont fait 2 films avant Kaniba,
Alors il y a un film sur la transhumance des moutons dans les montagnes américaines que personnellement j'ai pas vu parce que je l'ai pas trouvé en fait tout simplement. Et ils ont fait un autre film qui se passe toujours aux États-Unis qui s'appelle Léviathan et qui est en fait une immersion sensorielle dans le monde des pêcheurs en haute mer. Vous voyez ces émissions genre sur RMC Découverte, pêcheurs de l'extrême et tout. Bah en fait c'est ça, mais avec une approche hyper particulière. J'arrête pas de répéter que c'est hyper particulier, mais parce que c'est vraiment ça, quoi. Léviathan, c'est le genre de film où vous avez un plan séquence de 10 minutes sur un mec qui s'endort devant la télé. Donc c'est particulier comme démarche, hein. C'est pas une démarche qui va plaire à tout le monde. Mais en ce qui me concerne, donc j'avais vu Léviathan avant de voir Cannibal, et Léviathan m'avait retourné la tête. C'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Genre vraiment, j'ai trouvé ça mais génial d'un bout à l'autre, et surtout avec une démarche tellement forte, tellement assumé avec des jeux de montage, de mise en scène et tout, qui m'ont retourné le cerveau, quoi. Genre c'est un film avec une proposition artistique qui est absolument dingue et qui m'a bouleversé, et vraiment j'adore Léviathan. Et regardez-le si vous êtes prêt à accepter des images où vous avez des plans séquences de 15 minutes avec une GoPro qui est fixée sur le bout d'un navire et avec la caméra qui est dans l'eau et qui se soulève comme ça au rythme des vagues alors que les déchets de poissons sont jetés dans la mer de nuit et que les mouettes arrivent. Donc ça fait des images de dingue, mais faut accepter, quand même, c'est pas évident, disons. Et donc Cannibal, pour le coup, par contre, a un sujet bien plus calme, entre guillemets, que leur film précédent, parce que c'est pas un truc de mouvement où ils sont au milieu des éléments, au milieu de la nature, non, ils sont juste là, face à un homme qui a mangé quelqu'un, en fait. Et donc, ce qui les a intéressés dans ce film, c'est de filmer le corps humain de l'être qui mange des humains. Donc, il y a des plans de 8 minutes où t'as juste le corps du mec, sachant qu'en fait le gars est mourant, il est diabétique et tout, il peut même plus se lever littéralement, donc c'est littéralement un danger pour personne, hein, on va pas se cacher. Et t'as des plans comme ça super longs sur son corps, sur ses côtes et tout, enfin c'est vraiment, il y a une fascination cinématographique pour le sujet, et c'est un film qui est vraiment très dérangeant parce qu'il y a une honnêteté, une sincérité et un premier degré dans l'approche qui fait que t'es vraiment confronté au mal absolu, quoi. Genre, t'es face à quelqu'un qui a mangé quelqu'un. Genre, faut quand même, voilà, c'est grave, sauf que c'est la vraie vie. C'est quand même un petit peu gênant. Et d'ailleurs, le film, quand il est sorti, a provoqué d'énormes débats. J'en avais participé à un avec une amie à moi, un débat moral sur est-ce que il faut faire des films sur des sujets comme ça. Sachant que Isagawa, c'est quand même quelqu'un de particulier qui en fait a vécu de son crime, parce qu'il faisait des interviews où il se faisait payer, il a écrit des livres qui ont été vendus, etc. Donc il y a aussi tout ce côté malsain de t'encourage, le business de la mort, etc. Mais personnellement, je défends la démarche parce que c'est fascinant comme sujet cinématographique et c'est fascinant comme objet d'étude. Mais je le mets que 8e parce que je comprends qu'on puisse être profondément choqué parce que le film raconte, en fait. Alors par contre, évidemment, le film ne soutient à aucun moment le crime. Hein. D'ailleurs, le crime n'est pas vraiment le sujet. En fait, c'est plutôt Isagawa, le sujet que son crime véritablement. Et on est vraiment sur une antithèse de spectaculaire, sur l'intimité la plus absolue. Et je comprends que ça puisse faire chier des gens. On est sur une démarche ultra radicale, avec des plans super longs, avec beaucoup de silence, etc. Donc je comprends qu'on puisse pas du tout adhérer au truc, et je peux pas vous le reprocher. Mais pour moi, c'est vraiment un film qui m'a soufflé, quoi. Genre, c'est... En fait, le truc, c'est que s'il n'est que 8e, Cannibal, en fait, j'aurais pu le mettre premier. Mais c'est que c'est pas un film que t'aimes ou que t'aimes pas, en fait. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que la proposition est tellement forte. C'est tellement... T'as jamais vu un film comme ça. Je sais pas comment le dire autrement. T'as jamais vu un film comme ça. Que juste... Est-ce que tu reçois la proposition ou est-ce que tu la rejettes? Il n'y a pas de j'aime pas. C'est trop puissant, entre guillemets, pour juste dire j'aime pas. Alors, juste je fais une petite précision avant de passer au suivant. Si jamais, parce que j'ai pu vous dire ou parce que le sujet vous intéresse, vous avez envie de regarder ce documentaire, je veux juste dire une chose, le documentaire a été interdit au moins de 18 ans, d'accord? Et c'est normal. C'est vraiment normal, c'est un des seuls films de ma vie où je ne veux pas raconter pourquoi, mais où il y a une séquence qui est absolument ignoble.
mais ignoble, et qui est... et j'ai détourné les yeux de l'écran. C'est vraiment où, je me rappelle, j'étais avec une amie, on était à une avant-première où il y avait les réalisateurs, c'était génial, on a pu discuter avec eux, et vraiment, en voyant ça, j'ai baissé les yeux et j'ai dit à ma pote, là, va falloir que ça s'arrête. Et si ça avait été de la fiction, j'aurais eu aucun problème. Mais là, c'est pas de la fiction, ce sont des vraies images qu'on nous montre, ce sont des images qui ont été filmées par la caméra des réalisateurs, les réalisateurs ont assisté à cette scène, et c'est vraiment dégueulasse, et horrible, et il faut vraiment avoir l'estomac hyper accroché, parce que moi, perso, j'étais pas du tout prêt à voir une scène comme ça, et ça m'a mis un haut le cœur. Et pourtant... Serbian Film, Snuff machin et tout, enfin tout ça, rien à foutre, mais alors ça, genre, parce que c'est vrai. Et c'est ça qui est fort dans ce film, et c'est ça qui voilà, fait que j'en parle aujourd'hui, même si je peux comprendre qu'on n'adhère pas du tout, qu'on rejette complètement, et que c'est quand même super particulier, mais il n'y a que ce couple-là de réalisateurs qui fait des trucs comme ça, et bah, il faut les encourager. Bien, donc après avoir parlé cuisine, on va dire ça comme ça, on va rester dans la thématique du genre, puisque pour moi l'année était au genre, et plus particulièrement au genre horrifique. C'est vraiment dans le genre horrifique qu'on a eu plein de putains de films en 2018, et c'est le cas de notre numéro 7, Hérédité. Alors je pense que c'est un film dont vous avez entendu parler parce qu'il a fait pas mal de bruit quand même à sa sortie, et c'est donc un film d'horreur, un film d'épouvante plus qu'un film d'horreur, qui raconte l'histoire d'une famille dont la grand-mère maternelle est morte juste avant le début du film, et en fait ça raconte comment est-ce que lorsque un membre de ta famille meurt, en fait il y a plein de choses qui ressurgissent, etc. Et c'est donc ce sujet-là qui est traité dans une approche horrifique. C'est un film qui est brillant de maîtrise. Genre vraiment, c'est... En regardant le film, je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est bien fait. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un film d'horreur, et même un film d'épouvante, qui assumait à ce point une démarche artistique super forte. En fait, le réalisateur en interview a beaucoup dit que c'était une histoire qu'il avait mis plusieurs années à écrire, qu'il avait essayé de monter ensuite pendant plusieurs années encore. Donc c'est vraiment un film qui lui tenait à cœur de faire, et du coup ça apporte du cachet à la dimension horrifique du film, parce qu'il y a une sincérité dans le travail du réalisateur qui dit voilà, je voulais faire cette histoire, je voulais la raconter, et donc du coup ça donne du poids à ce qui se passe. Et un film d'horreur avec du poids, et bah ça faisait putain de longtemps que j'en avais pas vu un, quoi. Genre je suis désolé, mais avec toutes les merdes Blumhouse là qui inondent le marché du cinéma depuis plusieurs années, ça fait vraiment du bien de voir un film qui est à ce point maîtrisé, c'est carré d'un bout à l'autre, la démarche elle est tac 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 tac. Et vous le savez si vous regardez un petit peu mes vidéos, j'aime le cinéma de maîtrise. J'aime quand un réalisateur, voilà, il a son film, que le film il est comme ça, et que tout est maîtrisé, tout est tac tac, tout est au cordeau. Et Hérédité est comme ça, avec sa propre démarche, avec ses propres choix de réalisation, ses propres choix d'atmosphère, etc. Et ça me plaît, quoi. Ça me plaît de voir un film qui est aussi sincère, qui est aussi fort, et surtout qui est aussi juste. C'est fait avec une justesse, tout le développement psychologique, des drames intimes des personnages et tout. Je regardais des trucs, je me disais, oh là 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 là, mais c'est brillant, c'est juste génial. Mais alors du coup vous vous dites pourquoi pas plus haut, parce que là je suis quand même en train de dire ouais c'est merveilleux et tout. Et bien parce qu'en fait la dimension vraiment horrifique du film ne démarre qu'à la deuxième moitié. C'est-à-dire que vous avez 1 heure d'atmosphère, de développement de personnages, etc. avec quelques petits éléments par-ci par-là, mais vraiment le grand 8 commence après. Et en fait j'ai préféré la première partie. C'est-à-dire que j'ai préféré la partie non horrifique du film à sa partie horrifique, justement pour le traitement des personnages, pour l'approche scénaristique, etc. Et en fait, j'ai tellement aimé la façon qu'il avait de dépeindre ce drame familial qui petit à petit va devenir un film d'épouvante, que bah, l'épouvante, je m'en foutais un peu, en fait, quand la partie horrifique est arrivée. Et comme c'est un peu un comble pour un film d'horreur, j'ai préféré ne le mettre que 7ème, alors qu'il aurait pu monter beaucoup plus haut si l'écriture avait été différente. Voilà, tout simplement. Mais évidemment, s'il est là, c'est que ça reste un super film, maîtrisé d'un bout à l'autre, c'est au cordeau, c'est génial, et c'est écrit, mais oh là là, orgasme pour tous les aspirants scénaristes. J'ai pris un énorme plaisir cinématographique devant ce film, et donc j'en recommande le visionnage. Depuis le début de cette vidéo, j'ai remarqué que j'arrêtais pas de louer la maîtrise des films. Genre, oh c'est maîtrisé, oh c'est bien, oh c'est là là là, machin, c'est au cordeau.
Et c'est exactement l'inverse du film dont je vais vous parler maintenant, puisque le numéro 6, c'est Mektoub My Love Canto Uno, réalisé par Abdelatif Kechiche. Abdelatif Kechiche est un réalisateur que j'adore. Voilà, c'est tout, je peux pas dire autre chose, juste j'adore. Il a fait l'un de mes films préférés, c'est La vie d'Adèle. Je m'en fous de tout ce que vous dites, je défendrai ce film jusqu'à la mort. C'est un de mes films préférés, je trouve ça brillant et sublime et génial et touchant et bouleversant et tout ce que vous voulez. Et donc il revient avec Mektoub My Love, qui est un film où en fait il a arrêté de faire semblant d'écrire un scénario. C'est vraiment ça. Genre, il prend ses acteurs, il leur dit bon, alors toi, on va se mettre là, on va tourner une scène ici, et ça va être sympa, et voilà, ferme ta gueule, et on verra au montage ce que ça donne. Je pense que la première version du film devait faire un truc genre 18 heures, et que les producteurs, ils lui ont dit un truc genre Abdelatif, t'es gentil, tu nous fais une petite version de 3 heures pour le ciné, tu feras une version longue si tu veux. Mais c'est vraiment, c'est l'inverse de la démarche de la maîtrise où tout est prévu à l'avance, où t'écris ton histoire pendant 8 ans, etc. C'est l'inverse d'Hérédité, en fait. C'est un film sur la vie. Et la vie, c'est l'inattendu, c'est on va foutre des acteurs dans des endroits, ils vont jouer des trucs, et on va voir ce que ça donne, et à la fin, ça fait un putain de film. C'est génial, ça dure 3 heures, et c'est génial d'un bout à l'autre, parce que Kechiche, il fait des films sublimes. En fait, il y a tout un travail dans la démarche de réalisateur de Kechiche de le sublime ne peut surgir que du vrai, que de la vérité, et donc en fait, il faut tout improviser, faut que les prises elles durent des plombes, faut toujours qu'on soit dans l'inattendu, etc. Et ça marche en fait, ça marche parce que du coup, il y a une poésie du vrai du film, et du coup, il y a une vie qui se dégage du film parce que tu te dis putain, mais c'est ça la vie. La vraie vie, c'est ça, c'est Mektoub My Love, et aucun réalisateur arrive à faire ça. Aucun réalisateur arrive à avoir cette force, cette démarche de se dire, voilà, moi je vais filmer le vrai. Et une fois que tu le regardes et que tu es sur ton bon montage, tu te dis, putain, c'est vraiment le vrai. Mais c'est un truc de ouf. Moi je sais pas comment il fait ça. Genre, y a un truc. C'est vraiment, Donc les 3 heures, évidemment, je me les suis bouffé comme si elles duraient 10 minutes, parce que c'est aussi ça la grande force de Kechiche, c'est vu que c'est vrai, en fait tu t'emmerdes pas, c'est comme dans la vraie vie, tu vois, quand tu discutes avec des gens, genre ça s'enchaîne et tout. Et il y a dans ce film l'une des plus belles scènes de l'année, et ma scène préférée de l'année. Je veux pas en dire beaucoup, mais ça se passe dans une étable, et je pense pas que la scène ait été écrite à l'avance, parce que c'est quand même vachement... Bon, ça a été écrit à l'avance pour tourner le truc, il a quand même eu vachement de peau, parce que je vois pas comment est-ce qu'il pouvait faire ça, mais c'est une scène juste sublime. Genre, c'est sublime. Et c'est vraiment ça l'adjectif qui revient toujours quand je parle du cinéma d'Abdelatif Kechiche, c'est que c'est sublime en fait. C'est incroyable, ce type est incroyable, et c'est pas du tout mon approche du cinéma, c'est pas du tout ce qui m'attire d'un premier abord, ni ce que j'ai envie de faire quand je ferai des films ou des trucs comme ça, mais c'est une démarche qui est personnelle, qui n'appartient qu'à lui, qui est assumée, qui est forte, qui est belle, et qui marche. C'est ça. Et si en plus t'arrives à tirer des films comme ça, moi j'ai qu'une seule chose à dire, c'est bravo. Bravo, et franchement, même si vous vous dites, oh putain, un film français de 3 heures sur des gens qui font rien, franchement, regardez-le. C'est trop bien. C'est trop bien. Non, vraiment, regardez-le. Et vous savez quoi? En regardant le top, je me rends compte qu'il y a plein de films français. C'est ouf. C'est déjà le 2e film français dont on vient de parler, et on va en parler d'un 3e film français, puisque le numéro 5, c'est Jusqu'à la garde. Ce film a pour lui une qualité qui m'est extrêmement personnelle, qui est totalement subjective, et je comprends qu'on puisse ne pas du tout être d'accord avec ce que je vais dire, c'est que c'est un film qui m'a surpris. Et quand un film est super bien, et me surprend, par sa qualité, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, je l'aime d'autant plus. Et en fait, ça arrive assez rarement maintenant, parce que vu que je regarde énormément de films, je sais à peu près à quoi m'attendre. En fait, quand je regarde tel ou tel type de film, je dis ah bah ça va être tel registre, tel machin, tel truc, et je suis rarement surpris, parce que les films sont rarement surprenants. Jusqu'à la garde est un film français sur le divorce. Ça vend du rêve, hein. Je m'étais dit comme vous, en fait c'est juste la bataille judiciaire de 2 parents pour la garde de leur fils, sachant que la fille, maintenant qu'elle a 18 ans, elle a plus besoin enfin aucun des parents n'a de droit sur elle, et c'est un putain de film, un putain de thriller, et je vous jure que pour moi c'est le film d'horreur de l'année. Tu vois, s'il y a un film qui m'a angoissé cette année, c'est Jusqu'à la garde, parce qu'il y a une vérité, comme
chez Keshish, mais une vérité qui est beaucoup plus dans la maîtrise formelle, on va dire, du film. Tu sens que le film a été écrit pendant très longtemps avant d'arriver à un truc, parce qu'il y a une justesse, c'est au cordeau, et on se refait pas. Il y a un engrenage qui se met en place petit à petit dans ce film, et qui vous enferme, et ça commence à monter à un moment comme ça, et vous êtes sous l'eau à la fin. Et je pense que cette grande réussite, elle est due au fait que Jusqu'à la garde est ce que j'appellerais un cas d'école, dans le sens où, si vous voulez savoir ce que c'est un bon film, c'est Jusqu'à la garde. C'est-à-dire que c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est extrêmement bien construit au niveau de la progression dramatique du récit, et c'est mis en scène d'une façon suffisamment discrète pour ne pas être remarqué au premier coup d'œil, mais particulièrement intelligente et au service de l'intensité dramatique du récit. Ce que j'entends par là, c'est que dans Jusqu'à la garde, on n'est pas du tout dans un truc à la Noé où la caméra tourne partout et comme ça, pas du tout. On est sur une approche où la caméra se fait très discrète, comme si elle n'était pas là. En fait, comme si on était une sorte de regard un petit peu extérieur, comme ça, comme si on passait puis on montait au-dessus de la fenêtre comme ça pour regarder un petit peu ce qui se passe chez le voisin, etc. Et c'est ça aussi une bonne mise en scène. C'est pas uniquement une mise en scène qui est très voyante avec une démarche complètement dingue où la caméra elle se retourne, on filme à l'envers et genre machin. Non, parfois une bonne mise en scène, c'est une mise en scène qui sait se faire absente. Alors qu'elle ne l'est pas du tout, au contraire. Et c'est parce qu'elle est à ce point maîtrisée qu'elle nous paraît absente et qu'elle s'efface au profit de la tension dramatique du récit. Et ça, c'est une preuve d'une maîtrise réelle et implacable, tel que l'est le scénario de ce film, de son histoire. Et véritablement, c'est le deuxième film que fait ce réalisateur. Il avait fait un court-métrage avant, aussi sur la violence conjugale, parce que ça parle aussi de ça, évidemment, Jusqu'à la garde. Et je pense que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et comme dans Hérédité, il y a une sincérité de la démarche. Parce que je me dis, quand tu traites deux fois cette thématique, c'est que il y a quand même une thématique un peu spécifique, c'est que, bon, il y a quelque chose quand même derrière. Et cette vérité, cette sincérité donne du corps à l'histoire et en fait un film au cordeau. Jusqu'à la garde est un excellent film sur tous les points, d'un point de vue de la mise en scène, d'un point de vue du scénario, d'un point de vue de la construction de la progression, d'un point de vue de la tension, d'un point de vue des acteurs. C'est un super film, et en plus c'est un film qui m'a surpris par sa qualité. Et je vous conseille de le voir, même si le fait que voilà, c'est un film sur le divorce, sur les violences conjugales, vous dites oh putain de merde, regardez-le. Regardez-le parce que je m'attendais pas du tout à une telle violence, à une telle angoisse de la réalité. Et franchement, à la fin, je faisais pas le malin du tout. Mais alors pas du tout devant le film. Et je fais quand même pas mal le malin en général. Donc, et si vous êtes jamais, je sais pas, si vous commencez à étudier le cinéma, si ça vous intéresse, etc., regardez ce film et regardez comment le film est construit, regardez comment les scènes sont filmées, regardez comment la progression de la tension est là, parce que vraiment, je pense que c'est un film qui peut apprendre à des scénaristes à écrire. Après, évidemment, ce qui fonctionne aussi dans Jusqu'à la garde, c'est la sincérité de la démarche du réalisateur, parce que c'est un sujet qui le touche. Donc, vous qui apprenez à écrire avec Jusqu'à la garde, mettez-y votre propre sincérité, et vous ferez des films aussi excellents que celui-là. Et vous nous sauverez un petit peu le paysage du cinéma français. Même si le cinéma français s'en est extrêmement bien sorti cette année, en tout cas en ce qui me concerne, puisque le top n'est pas fini. Et le numéro 4 n'est pas un film français. Ce qui veut dire que les films français sont encore plus haut dans le classement, tu vois, c'est dire à quel point ils sont de qualité. Non, le numéro 4 est un film américain, film indépendant américain, qui est exactement comme Jusqu'à la garde, mais dans un registre très différent. Un film qui m'a surpris d'abord, intéressé ensuite et bouleversé à la fin. Ce film, c'est La Route sauvage, réalisé par Andrew Haigh. Alors je ne sais pas prononcer son nom de famille, hein, c'est une réalité concrète, mais Andrew Haigh est un réalisateur que j'adore. C'est vraiment un réalisateur dont je suis putain de fan, qui est à la base anglais, et qui donc a fait ce film aux États-Unis, c'est son premier film américain, qui est connu pas mal pour avoir fait le film Weekend et la série Looking, donc il y a disons qu'il a sa place dans le milieu du cinéma LGBT, à considérer que le milieu du cinéma LGBT existe, ce pourquoi je suis contre. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une histoire d'amour entre deux hommes, c'est une histoire d'amour gay et pas une histoire d'amour. Et donc, il a fait ses armes sur ce type de film, et il nous arrive avec ce truc, La Route sauvage. Et alors, je peux vous dire, je vais vous raconter de quoi ça parle,
ça vendait pas du rêve. Et pourtant, je suis fan du réalisateur. Tu vois. La route sauvage nous raconte l'histoire de Charlie, qui est un petit adolescent, il doit avoir 15-16 ans, donc qui vit dans une petite ville américaine basique, moyenne, etc., même moyenne pauvre, et qui, voilà, survit un petit peu comme ça. Et puis son papa tombe malade, sa maman est partie avant le début du film et tout. Et donc du coup, il décide de se lier d'amitié avec un cheval et de partir en road trip à travers les États-Unis. Franchement, quand j'ai lu le résumé, et pourtant je suis fan du réalisateur encore une fois, mais quand j'ai lu le résumé, je me suis dit putain Andrew, qu'est-ce que t'es allé faire dans cette merde? C'est vraiment, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce film de teenager débile sur un road trip où un gamin se lie d'amitié avec un cheval? Non mais putain, non mais les talons noirs c'était il y a 15 ans. Est-ce qu'on peut quand même passer à autre chose? Les enfants ne sont pas forcément amis avec les chevaux. C'est quand même, ça commence à devenir gênant. Et pourtant, malgré mes a priori de gueudin, parce que j'ai quand même regardé le film, je suis fan du réal, donc forcément je regarde le film, et je me prends une claque. En fait, Andrew Hayes est un réalisateur qui filme le quotidien, exactement comme Abdelatif Kechiche, sauf que son approche est très différente. Là où Abdelatif filme tout caméra épaule, tout plan séquence, tout plan très long, tout improvisation, etc., Andrew Hayes ne fait quasiment pas d'improvisation, mais pose sa caméra, et en fait arrive à combiner. Et c'est pour ça que j'adore, parce que c'est un des seuls mecs qui arrive à faire ça. Il arrive à combiner la beauté purement filmique d'un cadre maîtrisé avec de la machinerie, etc. Il y a des travelling, et la vérité du quotidien. Et du coup, on a une captation du quotidien qui en devient poétique par l'entremise du cinéma. C'est-à-dire que là où Kechiche filme la vie, où genre ses films c'est des documentaires, sauf que c'est des acteurs, chez Andrew Hayes, en fait, on est sur une approche très cinématographique et on est sur la poésie cinématographique du quotidien. Et c'est le seul réalisateur que je connais qui arrive à faire un truc comme ça. Et à chaque fois que je regarde ces films, je me dis, mais qu'est-ce que c'est vrai, en fait? Qu'est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça a l'air vrai? Et qu'est-ce que c'est poétique, en fait? C'est poétique dans un registre cinématographique. Là où Kechiche fait un truc encore plus fou, c'est dans un registre vital. Kechiche capte le vrai, Andrew Hayes recrée à la perfection le vrai par l'entremise de son regard de cinéaste. C'est deux approches qui n'ont rien à voir et que je valorise l'une comme l'autre. Et donc c'est avec ce regard affûté de réalisateur qui m'avait tant plu dans ses films précédents, dans Weekend, qui est un excellent film, dans la série Looking que j'ai regardé parce qu'il est à la réalisation, et c'est super bien réalisé, et dans son film 45 ans, qui est un film beaucoup plus austère. Avec La Route Sauvage, on est vraiment, je suis dans l'amour du travail de ce réalisateur. Voilà, je trouve ça merveilleux, la façon dont il réalise les trucs, mais surtout ce qui m'a bouleversé dans ce film, et c'est vraiment un film qui m'a bouleversé, à la fin j'ai lâché ma petite larme, c'est que c'est pas du tout, mais alors pas du tout, un teenage movie débile. On est sur un véritable parcours initiatique de personnage qui va apprendre ce que c'est la vie. Et c'est là où le film se démarque de tous les autres films de teenagers et récits initiatiques qui ont été faits depuis 15-20 ans, c'est que on nous montre ce que c'est la vie. Et la vie, c'est pas toujours rose. Parfois la vie, c'est pas rigolo. Parfois la vie, c'est la mort. Parfois la vie, c'est la souffrance. Parfois la vie, c'est le quotidien morne et sale qui est difficile, etc. Et parfois, en effet, il y a quelques rares éclaircies et on a des moments de pur bonheur qui sont de pur bonheur parce qu'ils sont ancrés dans un quotidien calme et poétique. Et c'est là où pour moi le film est bouleversant et très très fort, c'est qu'il raconte le quotidien, il raconte le parcours initiatique d'un jeune homme qui va apprendre à devenir adulte à travers tout ce qui se passe, mais il le raconte de façon réelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une fable, on n'est pas dans un conte, on n'est pas dans un truc de oui, il va rencontrer l'amour et machin, non, pas du tout, c'est pas du tout dans ce truc-là. On est dans quelque chose de très aride, dans une approche très sérieuse de qu'est-ce que c'est que grandir, de qu'est-ce que c'est que l'adolescence, de la difficulté, de la mort, du rapport au père, du fait d'avoir des amis. En plus, il y a une énorme métaphore, parce qu'en fait, le cheval est une métaphore. C'est une métaphore de sa vie d'avant, c'est une métaphore de la vie qu'il a envie de construire, etc., de ce qui domine sa vie, etc. Et cette force, cette sincérité dans le sentiment qui est traité dans le film, allouée avec cette sincérité de la caméra qui filme un quotidien et qui filme une réalité qui est merveilleusement dépeinte, il y a un mariage comme ça qui a fini à un moment donné par me péter à la gueule et j'ai
pleuré devant ce film. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement fort, tellement vrai. Et je me suis tellement attaché à ce personnage, j'ai trouvé ça tellement bien écrit, tellement juste et tellement bien filmé que le film m'a emporté. Tout simplement. Alors que j'en attendais strictement rien. Et donc, forcément, quatrième, forcément parce que c'est un réalisateur que j'aime bien, avec une démarche particulière qui est poussée jusqu'au bout. C'est un film dont je n'attendais rien, qui m'a surpris, et c'est un film qui m'a bouleversé, quoi. Vraiment, mais j'y repense souvent, je l'ai vu il y a longtemps maintenant, je l'ai vu il y a 2-3 mois, et j'y repense encore, quoi. J'ai téléchargé la musique que j'écoute, et j'y repense et tout, et je me dis, mais c'était vraiment un putain de film. Et je sais que c'est un film que j'ai essayé de vendre à plein de gens, et les gens me disaient, l'histoire d'un gamin qui tombe ami avec un cheval. J'ai failli dire qu'il tombe amoureux d'un cheval, faut quand même. Mais c'est ça, les talons noirs, j'ai essayé de vendre le film, et les gens me disaient, et je sais pas si j'ai réussi là, mais c'est vraiment, vraiment un film que je vous encourage à voir, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un film sur un adolescent qui soit un bon film, que ça vaut le coup d'œil, quoi. Même si le film vous emporte pas, parce que ça vous touche pas, parce qu'on a tous ce rapport intime, etc., aux thématiques qui nous touchent, mais vraiment, je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup de regarder ce film, La Route Sauvage, Lean on Pete, en anglais. J'espère que je vous ai convaincu de le regarder. Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Regardez-le. Et après l'émotion, changement total de registre, puisqu'on passe à l'horreur. Encore, parce que je vous avais dit que l'année, c'était l'année du genre, et plus particulièrement du genre horrifique, et on passe pas à n'importe quel film d'horreur, parce qu'on passe à un film d'horreur français, ou en tout cas produit par des Français, parce que malheureusement le film a été tourné en anglais pour des raisons de financement, parce que nous on n'aime pas trop, vous savez, tout ce qui est proposition radicale, etc. C'est Ghostland. Ghostland de Pascal Laugier. Exactement comme Hérédité, en fait, Ghostland, c'est pas un film qui m'a fait peur, parce que, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup de mal à être angoissé devant un film, mais c'est un film qui m'a plu pour d'autres raisons. Pas parce qu'il m'a surpris. Je vais essayer de me renouveler un peu quand même. Tout simplement, il m'a pas surpris parce que je connaissais le travail de Pascal Laugier, je savais très bien quel genre de film j'allais voir. J'avais déjà vu Martyr, j'avais adoré. Par contre, son film d'avant qui s'appelait Saint-Ange, je crois qu'il y a un film de fantôme dans un orphelinat, ça j'avais beaucoup moins aimé. Par contre, j'avais trouvé ça beaucoup moins maîtrisé, etc. Enfin, voilà, les goûts et les couleurs. En tout cas, j'avais adoré Martyr. Et donc, je me suis dit, ah putain, il fait un nouveau film et tout. En plus, il y a Mylène Farmer. Mylène Farmer dans un film de Pascal Laugier, ça peut être intéressant. Et en sortant de la salle, c'est la seule fois que ça m'est arrivé cette année, j'ai ressenti une forme de jubilation cinématographique. C'est un sentiment très difficile à expliquer en fait, mais en sortant de la salle, j'étais content, j'étais surexcité par le film, j'étais content de l'avoir vu en fait. Et j'ai tout simplement adoré Ghostland. Ça peut paraître con de se dire ça, tu vois, de se dire ouais bah t'étais content d'avoir vu un film, d'accord, mais moi quand je sors d'une salle, la plupart du temps, moi j'ai un rapport assez intellectuel au cinéma, genre en mode oui j'ai trouvé ça bien, oui, tu vois, comme ça et tout, j'ai trouvé ça intéressant, il y a des thématiques machin. Non, devant Ghostland j'étais un gamin, parce que Pascal Laugier a une mise en scène punchy, direct, avec des gros effets, mais qui reste subtil, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du putassier, on est sur vraiment de je vais te gueuler au visage pendant 2 heures de film, et tu vas pas t'en remettre, quoi. Et j'ai trouvé ça absolument génial, avec cette approche gothique, cette maison chelou, ces décors, ces travails scénaristiques avec le retournement, le côté horrible de Pascal Laugier et son talent pour filmer l'horrible. Je me souviens notamment, c'est le seul truc que je vais vous dire du film, d'une scène où le personnage de la fille est retenu en fait à l'envers par la jambe, et en fait elle se pisse dessus de peur. Et vous avez l'urine qui est filmée comme ça, elle est à l'envers, qui passe sur son visage, qui lui coule sur les yeux. J'ai vu ça, j'ai fait ok mec, t'es un génie. C'est le truc que je me suis dit, parce que c'est une tellement bonne idée de mise en scène, c'est une tellement bonne idée pour retranscrire l'horreur de ce qu'est en train de vivre le personnage, que je me suis dit, voilà, je crois que j'ai applaudi à ce moment-là dans la salle. Mais je suis un mec bizarre, moi, faut pas aller au cinéma avec moi. Mais vraiment, c'est ça en fait. Cette scène est particulièrement représentative de tout ce que je pense de Ghostland. J'ai ressenti une jubilation. Il y a eu un côté enfant dans la mise en scène de Pascal Laugier, un enfant qui s'amuse avec ses jouets et qui nous raconte des histoires horribles avec une innocence
et une dimension ludique dans la mise en scène. En fait, j'imagine le truc, tu vois, alors il a ses poupées, il fait « Et là, la fille, elle poignarde le monsieur, et le monsieur, il tombe par terre, et elle lui fait pipi dessus, et elle le tape. » Comme ça, genre, il y a un peu ce côté-là, tu vois. Mais en fait, c'est tellement sincère, c'est tellement fort, c'est tellement bien fait, que juste, c'est un numéro de cirque. Genre, c'est vraiment, ça tourne dans tous les sens, il y a des idées partout, il y a des idées de scénario partout, et juste, mais même là, quand j'en parle, genre, ça me fait plaisir, genre, ce film, vraiment, j'ai kiffé ma race. Vous voyez ? Comme quand il y avait eu l'effet Kingsman, là, il y a quelques années, tout le monde disait, ouais, j'ai kiffé Kingsman et tout, tu vois, c'est l'effet Kingsman, Ghostland. Genre, j'ai pris un pur plaisir de gamin devant ce film, que j'avais pas pris depuis pas mal de temps au cinéma, tu vois. Au-delà de toute dimension intellectuelle, parce que le film est intéressant aussi dans les thématiques qu'il traite, dans la perte de l'innocence et tout. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est un peu les mêmes thématiques que La Route sauvage, mais traitées assez différemment. on va pas se mentir. Mais c'est vraiment, genre, je vous dis, c'est pas plus compliqué que ça. Genre, je pourrais me branler pendant 3 heures pour vous expliquer que, oui, en fait, il y a un travail sur la déconstruction du rêve et tout, etc. C'est vrai, évidemment que c'est vrai. Sur l'imaginaire dans le quotidien et sur comment ça insuffle et comment ça motive notre existence, etc. Oui, mais sauf que moi, ce qui m'a plu, c'est de voir une nana se pisser dessus de peur. Parce que personne fait ça au cinéma. Et parfois, oui, devant certains films, je suis un pur gamin et j'ai pris un plaisir ludique. J'emploie le mot ludique, ça c'est une dédicace à mon petit frère. Il n'y a que lui qui va comprendre cette blague, mais ça me fait plaisir de la faire. Une dimension, un plaisir ludique avec ce film. Et en plus, c'est français. Voilà, c'est français et ça me fait plaisir. Mais j'ai un côté chauvin aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, ça me fait plaisir quand un film est français et que c'est un vraiment très bon film. Donc forcément, Ghostland. Et en plus, j'ai pris tellement de plaisir à voir. Je me souviens, quand je suis sorti de la salle, j'étais comme une pile électrique. J'étais, oh, c'était trop bien. Genre, limite, je sautais sur place. Ça fait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça m'a vraiment... J'ai adoré ce film. Vous êtes en train de me prendre pour un taré, parce que même si le film, quand même, a été plutôt apprécié, genre, les gens, ils ont pas le même rapport, tu vois, au truc. Mais voilà, je suis comme un gamin devant ce film. J'ai trouvé ça vraiment super. J'avais des idées de mise en scène partout. Un premier degré totalement assumé. Et vraiment, j'encourage le visionnage. Et on en est déjà au numéro 2. Et ça me fait chier parce que j'adore parler de films que j'aime bien. Donc, on est au numéro 2. Et le numéro 2, c'est Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. C'est vraiment drôle de voir à quel point on en revient toujours au même truc. C'est la maîtrise, la maîtrise, la maîtrise. Je vous ai dit que ce film était au cordeau. Phantom Thread, pour moi, c'est ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Ah ouais, moi tu sais, non vraiment c'est tellement maîtrisé, mais c'est tellement maîtrisé, c'est tellement... Je sais pas quoi dire d'autre en fait, c'est juste, pour moi ça s'appelle un chef-d'œuvre. C'est vraiment, il y a quelque chose de... Tout le film est parfait de A à Z. J'ai strictement rien à dire en fait. Bah non mais c'est con tu vois, genre parce que je me dis il faut que je fasse une vidéo, donc je vais essayer de trouver un truc à dire quand même sur le film. C'est pas mal réalisé. En même temps Paul Thomas Anderson, qui a quand même réalisé un de mes films préférés, je me dis... Ouais, bon, c'est pas un très bon réal, tu vois, je sais pas. Après, tu vois, Daniel Day-Lewis, ouais, c'est pas un très bon acteur, tu vois. Le monde de la mode, oh, j'aime pas particulièrement la mode, ça n'a rien à voir, tu vois. Histoire d'amour, vénéneuse, de manipulation et tout, à la Michael Haneke, oh, c'est pas du tout des trucs qui m'intéressent, en plus, genre. Non, mais je vous dis, en fait, ce film a tout pour me plaire. Genre, il y a vraiment, c'est la mise en scène froide, à ambiance, le super jeu d'acteur, la tension qui se dissémine comme ça dans les ramifications du quotidien avec la naissance d'une dramaturgie qui sort un peu de nulle part et qui en fait paraît tellement évidente quand tu remontes le fil, Phantom Thread du film. C'est la musique. C'est incroyable. Genre, vous savez que j'ai bien aimé la musique. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez pourquoi je dis ça. Et c'est vraiment... Mais en fait, je sais pas quoi vous dire. En fait, tellement, pour moi, ce film, c'est celui qui aurait dû avoir l'Oscar du meilleur film. Genre, aux Oscars de l'année dernière. Et il est reparti avec Oscar du meilleur costume. Alors que c'était un... Genre, pour moi, c'est un putain de chef-d'œuvre. C'est ouf. J'adhère à la démarche esthétique, j'adhère... Bon, Paul Thomas Anderson, on va dire que voilà, c'est quand même un des meilleurs réalisateurs vivants, on va pas quand même arrêter de tortiller du cul pour chier droit. Et puis c'est juste... c'est super en fait. Genre voilà, c'est super, ça s'appelle un chef-d'œuvre chez moi, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Si t'es pas d'accord avec moi, tant mieux. Je vais m'en remettre. Bon, du coup, on va enchaîner, hein. On va passer au suivant.
avec le film de 2018 pour moi, mon film préféré, le film qui m'a cloué. En même temps, il s'impose un peu comme une évidence, hein. Vous l'avez sûrement deviné depuis le début de la vidéo. Numéro 1, Anémone. Vous êtes abonné à ma chaîne si vous avez compris cette blague. Non, je déconne. Climax de Gaspard Noé, évidemment. Évidemment, évidemment. Évidemment, parce que notre Gaspard, c'est l'exception française. Tu vois, il y a un truc. Non, mais oui, je vous dis, je suis chauvin. Mais je vous ai dit que la France, cette année, était partout. Ah non, mais c'était... Waouh. Genre, c'est simple, c'est l'expérience la plus dingue que j'ai vécue au cinéma cette année. C'est tout. C'est de la pure expérience cinématographique, c'est une pure volonté d'enfermer le spectateur dans l'espace de la salle de cinéma et de lui dire tu es dans cet espace, tu ne vas pas en sortir et tu es à ma merci. Et c'est fait avec une telle sincérité, je vous dis, mais une telle démarche assumée, une telle maîtrise, une telle force de mise en scène que c'est juste... Personne fait des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je ne peux pas ne pas considérer que c'est un chef-d'œuvre, parce que je trouve aussi que c'est un chef-d'œuvre de façon différente de Phantom Thread, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre dans le sens c'est une œuvre accomplie en son genre, dans son registre, parce que Gaspard Noé a su se créer son propre style, sa propre démarche de réalisateur, et qui nous emmerde. Il nous emmerde, il fait ce qu'il veut, il s'en bat les couilles en fait. Et c'est ça, c'est le plus beau message qu'un film peut envoyer à quelqu'un qui a envie de faire du cinéma, c'est que, mec, regarde ce que je fais, je tourne dans une école désaffectée en 2 semaines, je te fais un putain de truc comme ça, un putain de film qui t'enferme, qui t'agresse, qui te secoue comme ça, t'as l'impression d'être passé dans une machine à laver à la fin du film, et quand tu ressors, tu te dis, mais en fait c'était ouf d'un point de vue, d'un bout à l'autre, parce que c'était une démarche, une expérience tellement forte, tellement inoubliable, et surtout, c'était sincère, quoi. C'est ça qui me plaît avec Gaspard Noé, c'est qu'il n'y a pas de oui, le cadre, oui, alors en fait j'ai fait ça, j'ai fait la métaphore de truc. Non, non, lui il fait, alors tu prends la caméra, et la caméra elle tourne. Alors tout est rouge, tu vois, mais alors la caméra elle tourne, tu vois. Elle tourne, puis à un moment donné, elle se relève comme ça, et puis on filme en latéral, tu vois, et à un moment donné, elle passe sur le côté, et puis on tourne. Ah tiens, une ampoule, on va tourner comme ça. C'est génial, c'est génial. Il y a une telle... C'est un des cinéastes les plus libres que je connaisse. Il fait ce qu'il veut, et j'adore ça. J'adore voir un mec profiter de sa liberté comme ça, de se dire, voilà, écoute, tu sais quoi, on n'a qu'une vie, on y va. Et franchement, je vois pas ce qu'il nous faut de plus dans un film, tu vois. Un réalisateur qui nous dit, écoute, voilà, j'y vais, c'est tout droit, c'est l'autoroute du kiff, c'est on y va et ferme ta gueule, quoi. Et cette idée-là, en fait, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma. J'aime le cinéma parce que ça permet à des gens de s'exprimer sans barrière, sans filtre, avec la dimension brute de l'art, tu vois, de se dire, voilà, ça c'est ce que je suis. Et c'est tout. Et il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de s'il vous plaît. Non, non, c'est ça et tu fermes ta gueule. Et c'est ça que fait Noé. Et c'est un des réalisateurs qui va le plus à fond dans cette idée-là, qui fait les films les plus sincères que j'ai jamais vus. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection parce que il s'en est pris tellement plein la gueule. Mais tellement plein la gueule. J'ai une vidéo sur Noé qui est prévue, qui sera mise en fiche lorsqu'elle sera faite. Pour l'instant, elle n'est pas encore faite, mais vous allez voir, il s'en est pris mais tellement plein la gueule au cours de sa carrière. Ce mec aurait jamais dû faire de film en fait. Si ce gars avait eu un parcours normal, il aurait jamais pu faire de film. Et pourtant, il s'est accroché et il a fait ce qu'il voulait. Et on peut ne pas aimer Climax, hein. On peut ne pas aimer l'expérience, on peut ne pas aimer le style de photographie de Benoît Deby, on peut ne pas aimer le style de réalisation qu'emploie Gaspard Noé, on peut ne pas aimer l'histoire, on peut ne pas aimer plein de trucs. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, le cinéma, certains films ne sont pas faits pour tout le monde. Mais moi, juste quand je vois ça, en fait, j'avais presque une larme qui coulait en regardant le film parce que je me disais, mais c'est ça c'est du vrai cinéma. C'est une expression que j'aime pas employer non plus, mais à un moment donné, Noé, c'est quelqu'un qui se dit, nous, on va faire du cinéma. On va faire du cinéma, on va faire de l'art, tu vois. Et son art à lui, c'est ça. C'est tout. Et puis c'est pas pour ça que j'aime pas ce que font des gens comme Keshish, ou des gens comme, je sais pas, moi, qu'est-ce qui est sorti cette année, des gens comme...
comme Paul Thomas Anderson avec Phantom Thread, c'est des démarches qui n'ont rien à voir, tu vois. Mais la sincérité et la possibilité de dire et de se dire après avoir vu ce film, qui est réussi sur tous les autres plans, hein. J'ai pas parlé du montage, j'ai pas parlé de la musique, etc. Et de la dimension technique qui est dingue comme dans tous les films de Noé, parce que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, tu vois. Ça, on le savait. En allant voir le film, on savait que ça allait être réussi parce que c'est Gaspard Noé, et que Gaspard Noé, ça il maîtrise, tu vois. Mais je m'attendais pas à me prendre un tel cri au visage de quelqu'un qui me gueule liberté, tu vois. Liberté de faire ce que je veux, liberté de faire ça en France. C'est-à-dire quand le film s'ouvre sur un panneau, ce film est français et fier de l'être, bah c'est beau, c'est fort, parce que ça dit quelque chose aux futures générations de cinéastes, tu vois. Et quelqu'un qui prend sur ses épaules la responsabilité d'assumer ce message de dire le cinéma c'est la liberté, pour moi il mérite d'être applaudi et porté au nu. Et c'est ce que je fais. Il est numéro 1 de ce classement, et pour moi, il n'a pas du tout volé sa place, peu importe ce que vous avez pensé du film. Et je pense que, même si vous n'avez pas apprécié le film, parce que vous n'aimez pas la démarche de Noé, vous n'aimez pas son style, etc., c'est votre droit, il n'y a aucun problème. Je pense que vous pouvez être d'accord avec ce que j'ai dit quand même. Parce que c'est important de défendre certaines choses, c'est important de prendre position parfois pour certaines choses, et c'est ce que je fais. Et c'est ce que fait Noé, et si je peux juste lui dire merci d'avoir fait un film comme ça, bah c'est ce que je fais, merci. Merci d'avoir embelli cette année 2018, qui était un peu en demi-teinte quand même. Alors il y avait des films avec des démarches fortes, hein, Les Garçons Sauvages par exemple, qui a beaucoup fait parler de lui notamment, mais par contre ça j'aime pas. Ça c'est, voilà, je soutiens le projet, je soutiens la démarche, y a pas de problème, mais c'est pas du tout mon style, par contre, de film et d'approche. Mais l'existence de films comme Les Garçons Sauvages, comme Climax, comme Grave l'année dernière, me fait dire qu'il y a peut-être un vent nouveau qui commence à souffler sur la France, de se dire voilà, on va lâcher un peu de lest et on va laisser un peu plus les gens faire ce qu'ils veulent. J'ai qu'une seule envie, c'est qu'on le fasse. Et je suis plutôt optimiste pour l'année 2019. J'espère que ça va se faire. Et j'espère qu'on aura une belle année de cinéma en général, pour arrêter de parler que de la France, quoi. En tout cas, plein de bonnes choses, une belle année 2019, plein de bons films, je vous souhaite de bonnes séances. Moi aussi je déteste être déçu quand je vais au cinéma. Essayez de regarder des séries aussi, parce qu'il y a des bonnes séries là qui vont arriver. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour des trucs sur la chaîne en rapport avec le cinéma. On verra bien. Salut tout le monde.